Dépression, burn-out, folie, la santé mentale est encore tabou à Mayotte, mais la parole se libère depuis quelques temps. Alors je vous donne rendez-vous avec des professionnels pour parler des problèmes mentaux ce soir à 20h sur Mayotte la Première. On se retrouve ce vendredi à 20h pour votre magazine En Lama, le doc. Et cette fois-ci, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le court-métrage Laka. Et nous serons également avec son actrice principale, Afidati Kombo, qui nous parlera de son expérience en tant qu'actrice. Alors, soyez au rendez-vous. Dépression, burn-out, folie. Ce soir, nous allons vous parler de la santé mentale. Prenez place, nous commençons après le générique. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro inédit de votre magazine À ta santé. Ce soir, nous allons vous parler de la santé mentale, un sujet longtemps resté tabou à Mayotte. Dans le reportage du jour, nous avons récolté les témoignages de 2 femmes qui ont vécu la dépression. Et ce soir, nous sommes avec Oussami Mouslim, psychologue clinicienne. Elle est accompagnée d'Insa Ngizijou, chercheur et historien maoré. On évoquera avec eux la place de la santé mentale à Mayotte et les habitudes des Maorés. Et puis à la fin de cette émission, dans la chronique Minute Santé, le docteur en pharmacie Jean-Vincent Roboul nous fera découvrir les avantages et les inconvénients des huiles essentielles. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Il y a encore quelques années, on ne parlait pas de santé mentale à Mayotte. Désormais, la parole se libère au sein de la société mahoraise. Mais alors, comment réagir face à cette fragilité psychique qui peut mener jusqu'aux pensées suicidaires? 2 femmes nous ont partagé leurs moments difficiles. Un reportage signé Ilona Youssoufa et Chafio Mati. Aller bien mentalement, c'est l'apaisement. Quand on est en dépression, quand ta santé mentale n'est pas bonne en fait, c'est compliqué parce que moi je pouvais tenir 2 jours sans dormir. 2 femmes, 2 parcours différents, mais toutes les 2 ont un jour ressenti une détresse psychologique. Naïdati Madi, 24 ans, vient de terminer sa formation AES, accompagnant éducatif et social. Si aujourd'hui elle va beaucoup mieux, en 2021 on lui a diagnostiqué une dépression. Moi, je ne pouvais pas expliquer le pourquoi du comment. Je ne savais vraiment pas pourquoi j'étais en dépression. Mais après avoir discuté un peu avec la psychologue, on m'a expliqué peut-être trop de charge de travail, le travail plus les études aussi, parce que c'était quand même une période où je passais des examens, ce qui n'était pas évident. Du coup, je me consacrais à mes examens, aussi à mon travail, pour essayer quand même de maintenir mon rythme. Et voilà. Mais après, j'ai pas tout de suite voulu accepter l'aide des psychologues. J'étais vraiment dans le déni. Après plusieurs tentatives de suicide, les parents de Naïdati sont alertés et la jeune femme est prise en charge par des professionnels dans une maison de repos en France métropolitaine. Après 2 mois et demi, ça allait beaucoup mieux, ça allait mieux. Je suis rentrée chez moi, j'ai continué le traitement qui m'a été prescrit par les professionnels et j'ai retenté encore une tentative de suicide. Et là, déjà que les choses ont été plus compliquées parce que là, je me retrouve en psychiatrie. Je me trouve en psychiatrie et voilà, là-bas, ça a été... Pardon. Là, du coup, je me retrouve en psychiatrie avec une prise en charge plus renforcée. C'est-à-dire que là, je pouvais plus... les médicaments, je les prenais devant les professionnels, les médecins, parce que par exemple, j'avais rien sur moi, tout ce qui était bijoux, parce qu'il y a des moments où je faisais des mutilations, je me mutilais aussi. Et du coup, là, cette prise en charge, ça a duré beaucoup de temps parce que je suis restée plus de 7 mois là-bas, jusqu'à ce que j'aille mieux. Après, là, je suis ressortie du dispositif en psychiatrie. Dans ce parcours difficile, Naïdati a pu compter sur le soutien de sa famille. Aujourd'hui, elle continue d'être suivie par une psychologue et a trouvé refuge dans le sport. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Ça fait déjà ici, j'arrive à oublier ma dépression
et les moments ensemble que j'ai vécu un peu. Donc ça me libère, je suis moi-même, donc oui, c'est important le sport. De son côté, Délaïde Hassani Monier-Mali, 28 ans, a elle trouvé refuge dans la lecture. Malgré des épisodes de dépression dans le passé, cette responsable permanente dans la protection de l'enfance n'aurait jamais cru qu'elle sombrerait dans la dépression postpartum, un état dépressif qui suit la grossesse et l'accouchement. Parce que l'allaitement, c'est dur. On nous le dit, mais en fait, on ne sait pas à quel point. Ça fait mal, on ne dort pas. Si à la maternité, il se réveillait toutes les 30 minutes et il hurlait comme s'il n'avait pas été nourri 30 minutes avant. Après l'arrivée de mon fils, tous ces changements, et en fait, j'ai le sentiment que je n'ai plus le droit d'exister. Moi, en tant que personne, je n'existe plus. Mon monde doit tourner autour de lui. Je ne me sens pas bien, donc je travaille beaucoup plus. Je travaille beaucoup plus, donc je le vois moins. Sauf que du coup, ça vient encore impacter le relationnel qu'on a tous les deux. Je le vois et donc je le vis mal. Et en fait, ce cercle vicieux-là s'installe. D'avoir le suivi psy, même si on a les amis avec qui on parle beaucoup, etc. Mais c'est pas pareil d'avoir un professionnel qui est formé, parce que sinon il ne serait pas là. Ça a permis d'aider à reconstruire, à donner des pistes de réflexion. Se rapprocher d'un professionnel est un pas que franchit de nombreux Mahorais aujourd'hui. La parole se libère autour de tables rondes. La santé mentale est devenue un sujet de société. Ce n'est vraiment pas un choix facile, c'est un choix très courageux. Mais oui, il y a de plus en plus de personnes qui y arrivent et qui arrivent sans se culpabiliser et qui arrivent sans se dire mais peut-être que je suis malade dans le sens négatif du terme. Parce que ne pas le reconnaître participe à se dire tout compte fait, c'est juste un besoin de partir un tout petit peu en vacances, je vais partir une semaine et je reviens, mais quand on revient, on reprend sa santé là où on l'a laissée et on continue avec les mêmes habitudes. Selon l'INSEE, en 2019, 20% de la population de Mayotte est concernée par un syndrome dépressif, soit 2 fois plus qu'en France métropolitaine. Les femmes, les jeunes et les personnes âgées sont particulièrement concernées. Et je vous le disais, dans le sommaire, nous sommes ce soir avec 2 professionnels. Nous sommes avec Madame Oussami Mouslim, elle est psychologue clinicienne. Bonjour Madame. Bonjour. Mais également avec Insa Ngizijou, chercheur et historien mahorais. Bonjour. Bonjour. Alors Madame Oussami Mouslim, on le voit dans le reportage, ce sont des jeunes femmes qui ont la vingtaine. Est-ce que la dépression touche davantage les jeunes ? Je ne pense pas que la dépression touche davantage les jeunes. Peut-être que les jeunes sont plus enclins à dire ce qui se passe en eux. Ils ont parlé des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Et je me suis posé cette question. Il y a une partie de la population qui n'est pas sur cette liste. Peut-être que les jeunes, les femmes et les personnes âgées sont les plus touchées par des changements trop brutaux par rapport à cette population. Peut-être, c'est juste une hypothèse. Mais je ne pense pas que ce soit spécialement les jeunes. Alors, on parle de libération de la parole depuis quelque temps, mais qui le fait réellement? Est-ce que c'est la jeune génération ou aussi l'ancienne? Les deux. Dans ma pratique, je vois bien que c'est les deux. La grosse différence, c'est que les jeunes vont avoir tendance à parler publiquement, alors que l'ancienne génération va dire des choses, des vérités qui n'étaient pas dites avant, mais vont les dire beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus calmement. Insa Ngizijou, vous êtes intéressée à la perception de la folie à Mayotte. Qu'avez-vous constaté durant vos recherches? Ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a l'impression que les Mahorais n'ont pas conscience que le sujet de la santé mentale est primordial. Pourtant, si, parce qu'ils arrivent quand même à définir, à mettre des mots et des notions sur différentes formes de folie qui peuvent exister dans la société. Dans les personnes que j'ai pu interroger et dans ce que j'ai pu discuter avec certaines personnes, il s'avère que la folie, elle est perçue selon différentes formes. Donc, il y a une folie dite naturelle, entre guillemets naturelle, bien sûr, parce qu'on est né avec des capacités cognitives amoindries,
doublé ou pas d'un handicap physique. Donc, on est né comme ça. C'est le destin qui a voulu qu'on soit comme ça. Donc, cette forme de folie, elle est acceptée parce qu'on nous l'a imposée, parce qu'on ne l'a pas forcément choisie. Il y a une autre forme de folie qui va s'articuler autour de l'univers un peu magico-religieux qui nous concerne, qui va être lié au monde des djinns, au monde de la sorcellerie, du maraboutage, etc. Donc, il y a aussi cette forme de folie qui traîne aussi dans la société. Ensuite, vous avez une forme de folie qui est liée au traumatisme de la vie, un divorce, un deuil mal pris en charge, etc., des accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, on ne va pas bien, on est dans une dépression, etc. Donc, c'est une folie qui est vécue comme transitoire. Donc, c'est une situation qui n'est pas amenée ou censée être durée dans le temps. Et enfin, vous avez une folie qui est dite choisie parce que c'est lié à la consommation de drogue. Donc c'est une forme de folie qui arrive maintenant avec les jeunes et la nouvelle génération. Et on parle de folie choisie parce que les substances, on choisit volontairement de les consommer et ils conduisent à des formes de folie. Alors comment est-ce qu'on traite ces problèmes mentaux? Est-ce que les Maoris ont plus tendance à aller voir le psychologue ou est-ce qu'ils le traitent avec la tradition et la religion? Ce qu'on constate dans les pratiques, c'est qu'il y a eu très longtemps sur le territoire une absence de structure pour prendre en charge les malades mentaux. Ça, c'est une évidence qui a été préjudiciable pour la population. Et si on veut prendre l'angle de vue de la population, c'est que c'est une question taboue. Donc, on s'est un peu désintéressé de cette question-là. Donc, on se retrouve avec un pouvoir public absent sur la question de la santé mentale et une société qui refuse de regarder cette réalité en face. Donc, pour ce qui est magico-religieux, on a les familles qui sont désemparées, mais qui vont voir les fondis et qui vont chercher la solution au sein des praticiens. Oui. Ensuite, il y a des formes nouvelles, comme les formes liées à la prise de drogue, qui désemparent la population parce que généralement, c'est accompagné de violence. Donc, comment on gère cette violence-là? On ne sait pas gérer cette violence-là en réalité. Oui. Et ce sont les structures hospitalières qui doivent prendre en charge cette forme de folie. Alors, pourquoi est-ce que c'est tabou? Je m'adresse à vous deux. Pourquoi est-ce que c'est encore tabou de nos jours? Est-ce que c'est une question de pudeur? Je ne pense pas que ça soit si tabou que ça. C'est en lien, effectivement, au manque, à la demande de structures, à la demande de services, de prise en charge, qui a poussé, tout simplement, de manière naturelle, là en l'occurrence, la population à gérer ces dysfonctionnements. On peut parler de dysfonctionnement, on peut parler de différence. Tout naturellement, la famille a géré là où l'État, là où la société ne proposait pas d'autres moyens. Je continue à penser que c'est de moins en moins tabou parce que dès lors où il existe des services tels que la MDPH par exemple qui proposent des réponses pour les personnes dans des déficiences psychiques et des déficiences intellectuelles, dès lors où il y a proposition de réponses, les familles y arrivent. Peut-être qu'il existe encore des familles qui n'y vont pas spontanément, oui. Mais spontanément quand même, la majorité des familles disent OK quand il y a des réponses. Donc, je ne pense pas que ça soit tabou. Bien évidemment, il existe des dysfonctionnements. Je regardais la dame de tout à l'heure dans le cadre de dépression postpartum qui a déjà été nommée d'une manière ou d'une autre. On ne parle pas de folie, on ne parle pas de dépression, mais nos mamans, nos grands-mères connaissaient ces risques, connaissaient ces écueils, c'était nommé. C'est juste que nous n'avons pas la même nomenclature pour nommer ces fonctionnements et ces dysfonctionnements. Et ça reste un peu plus honteux parce qu'on estime que la maternité, c'est un moment de joie. On met de côté tout ce poids qui pèse souvent sur l'une et pas sur l'autre, bien évidemment. Mais ça doit être un moment de joie. Donc, quand ça dysfonctionne, quand maman ne va pas bien, on va essayer de cacher un tout petit peu ça. Oui, il existe certains dysfonctionnements où on va cacher, mais de moins en moins quand même.
Alors rapidement, l'île traverse différentes crises. On a eu les barrages, la crise de l'eau, il y a les embouteillages. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes plus exposés aux problèmes psychiques? Oui, je pense que oui, de toute façon, nous sommes beaucoup plus exposés parce que ce sont des temps de repos que nous n'avons pas. Pour pouvoir entretenir sa santé psychique, il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de nourrir des valeurs, il y a besoin de nourrir du bon pour soi. Et nous passons beaucoup plus de temps dans des situations de stress. Et la majorité d'entre nous sommes dans des stress chroniques qui ne disent pas leur nom. Je pense que de plus en plus de médecins le remarquent et de plus en plus de psychologues le remarquent. Issa Ndoguézi, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Oui, je rajoute juste sur le fait que ces maladies modernes font leur apparition dans notre quotidien. Est-ce que pour autant on est capable de les regarder en face, culturellement je veux dire, parce que tout ce qui est dépression est entre guillemets apparenté à la maladie du Mzungu. C'est-à-dire nous on est dans une posture de se dire que si on ne va pas bien, et qu'on va voir une autre personne pour nous aider à aller mieux, c'est la maladie du Mzungu. Parce que nous, on est censé être fort et on est censé on est censé faire abstraction de notre mal-être pour mieux avancer dans la vie. On va y revenir, mais nous avons interrogé quelques personnes sur la place que la santé mentale a dans leur vie. Je vous propose d'écouter leurs réponses et on en discute juste après. Faut le dire qu'on est sur une île, donc avec les anciens, nos aïeux, donc qui ont une mentalité en fait, on va dire ancienne, si je peux me permettre de dire, et qui fait qu'aujourd'hui en fait cette santé mentale en fait elle est persuadée, on va dire autrement, donc elle est, on va dire, c'est un sujet tabou pour se dire, c'est un sujet tabou qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes en fait ne peuvent pas en parler tout simplement par peur d'être pointé du doigt. Ce qu'il faut, je pense qu'il faudrait briser peut-être briser les codes des anciennes mentalités. Le facteur le plus important pour avoir une bonne santé mentale, c'est de développer pour soi-même une vision de où est-ce qu'on voudrait arriver et surtout d'avoir la possibilité de la réaliser. La santé mentale à Mayotte, c'est même pas un sujet. On voit des fous, mais c'est normal pour tout le monde. Dans les meilleurs des cas, on va voir les fundis, mais souvent on voit beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux, parfois qui peuvent être très légers, mais qui ne sont pas du tout pris en charge. Et c'est au fil du temps où on voit les choses s'aggraver. Et ça c'est dommage parce qu'on voit beaucoup de choses qui auraient pu être soignées ou être évitées, voire même parfois des drames. Qui se sont produits parce que tout simplement les gens n'ont pas été pris en charge suffisamment tôt. Mais je pense que pour certaines personnes, oui, ça peut créer des traumatismes. Quand on vit la violence, quand il y a des personnes qui sont seules, reclus chez eux, c'est vrai que ça pose questionnement quand même sur notre état psychique. L'être humain est un être de relation. Quand on dit que le cerveau, c'est le chef d'orchestre, quand tout va là, en général, peu importe les situations qu'on peut rencontrer, on va forcément relativiser et puis on saura comment mieux les gérer. C'est vrai que quand quand le chef d'orchestre ne va pas, forcément... c'est tout le corps qui est malade. Voilà, c'est ça, c'est tout le corps qui est malade. Ouais. Effectivement, il y a le côté anxiogène avec tout ce qui se passe sur le territoire, mais il y a aussi les pressions familiales. On a une tradition qui est riche, mais qui est aussi très pressante. Et je finirais même par rajouter les problématiques religieuses pour certains, donc dans les croyances des djinns et compagnie, qui peuvent envahir et embêter un peu le quotidien des uns et des autres. En termes de solutions, je pense que c'est une problématique de tout à chacun. Parce qu'aujourd'hui, ça commence dans un foyer avant d'arriver au niveau de la société. Et c'est d'avoir un état d'esprit déjà ouvert, d'accepter la chose et de voir avec les experts qu'on a sur le territoire, que ce soit dans le traditionnel ou le monde médical, pour voir comment on peut accompagner notre proche malade.
Alors Samy, je me tourne vers vous. Quel conseil vous donneriez à une personne qui commence à ne pas se sentir bien psychologiquement ou un parent qui a un enfant qui présente des problèmes mentaux? Je vais commencer par le parent qui a un enfant qui perçoit un fonctionnement différent. Ça veut dire que jusqu'à là, son enfant se portait bien et il y a un élément différent dans le quotidien qui arrive. Déjà en parler à son enfant, j'imagine que ça peut faire peur aux parents, mais déjà en parler, accepter que ça soit ainsi, en parler à l'enfant et lui proposer l'idée de consulter les professionnels qui sont sur le territoire. Il existe des médecins, il existe les psychologues, il existe des services, des associations, entre autres. Si besoin, c'est-à-dire que là, on a déjà passé un cap, il y a l'hôpital, mais il existe un certain nombre de services qui pourraient accompagner avant, comme a dit la dame à la fin du reportage, avant que ça soit dramatique. Ça, c'est pour la famille. Je vais un tout petit peu rester sur les familles. Là, vous avez posé la question sur si l'élément arrive à un moment. Il arrive, comme Issa Dunkisiju l'a dit tout à l'heure, il arrive que l'enfant naisse avec ce fonctionnement-là. Donc, on est dans certaines pathologies, ou si on peut l'appeler ainsi, telles que l'autisme, par exemple, où très tôt, les parents commencent à se dire c'est particulier quand même. Là, pareil, ne pas s'enfermer sur quelque chose que nous ne comprenons pas ou qui fait peur, essayer d'aller vers les professionnels de santé. Pour ce qui est de l'adulte, c'était ça la question, oui. de l'adulte en général, spontanément, ça a été vu tout à l'heure, ça m'a bien fait plaisir, faire du sport avant, pendant et après, mais avant de se dire, peut-être que ma santé mentale a pris un coup, va prendre un coup, faire du sport. On l'entend partout, il faut faire du sport, mais on ne l'a pas suffisamment dit, le sport entretient la santé psychique. Na rendre haloa yashma reparo watu pia waelewe leo rislagua unono washitswa eba hatuma orin mana wa ambuteaji wa baraji wa tambu nyengi ba hatuma ore hunu watu wana tambu za shitswa zo nyengi radana hali sonsami nregetit raharmwa tambu ya nafsi na mafikira mana soja rongo yamba ya harmo ongo watu donc ya harmo ishitso bimkini shiha kaisi tubabu ya harmo tambu za nafsi na mafikira leo tambu lio nazo ambuteaji baraji na zangina kaishindu kakalti ngina yo isududwa unono watu pia unono nafsi na mafikira wa haruma unono moja mana kartsojwa rarenga mosheni reilisha mbaini de yaunu inde yaunu ramufanya kalteyo risolata mwanadamu harharva Rongozini za moja mana le ratsujwa na ndana para mnyangura hadisi mana kwa baraji menyaule ratraru sita pareni unu wakati iliwemba nitsobitsa na wanangu wakati iliwemba wanangu watoka fetri wakati iliwemba wami na mme wangu kutoka fetri amba mtu asobitsa harumu alera na lera mabareni amwasiri dagoni alemewa ajahasera tambu tu dezilio mwisoni yu umenya unono nafsi na mafikira. Basowe insa de ngiziju wawe utwali hale watu wako wenshi hulawana na tambu za mafikira zini tini de mavunatindwa ya para. Ewa, wamti suala la uongo wa famanzi nede uwenza masera linhelea makatilio kamba na kufanya utunduzi wa usiana na urumwa bure hun maure chatsparamba baandu ya tuakurumwa hun maure waka wafanyisha ambao wangewe masera ungia masera nikia kamba anu wadzalo na masera bilera wajama urumwa jangia masera tidisa basi namna jeje wa maore waeshiwo tongo ya uwenza masera jasparamba wa maore wasukubali amba yo jupara mwanadamu akina masera wasifanya tofauti baina ya uwenza masera wa wenza masera ilo kamba wadzalwa amba rangu wadzalwa wabungu hafikira wabungu hashiga tena raha yangezeha wa maore wakubali maana yo tongo yala hamungu wa ilo kamba wao waskodza suzitutubya tukasujwa mba ile tongotini
watu yasababisha ufunganisa na tongo za majini, tongo za utsai, tongo za zangina kaltezo ya raru tena raha ilio kamba valira mtu jopara na tambo na maisha ilio kamba itsongeza mba mtu kakafeti ni kama mtu afiliwa, ni kama mtu atolwa dagoni ngoma valira neta yofusa masera watu ona mba tukashinda warenga tena raha be watu kubali mba ile tongo ya muda atoja ajaregia aparenkiliza wahuisa waja leo banu watu waona hanguvu mabareni ilio kamba wanatsa ilio kamba wasurenga bange wasulvura shitwa zao sumenya iyo de banu safi ilo natisi dzo leo banu wa maoreka wasuele wa namna jeje uenza masera unu waja leo banu na namna jeje watu ukabilio maana kawaida ya uyeshi na wio basi wanyu msoambia trini wajemaza wanu waliona wana amba wanatambuza mafikira au tamtumbola amba na tambuzini imuhimu rapasa rijwe piasi leo kamba leo shingakini za shashi be obwa mataalamu watoshinra warlahiki nekade ya madoktera nekade wanu wa hiro psikologu mataalamu wa nafsi na fikira auze association iliamba wana ya maarifa ya ulahiki watu iliamba wanatambu dezini wawasaidia harmwa maisha kula siku wawasaidia harmwa mafikira huenra wawasaidia harmwa malalao donc wana ilopitali itojwa wilahiki wanyatwanu ataike amba maisha yatu na wao maisha ya umoja yake mema anapo wasali ya warongwamba watu uvima ubole wa watu wa inshubu moja na heli walahikio wenza masera wao derelio mpaka rasulahiki fetri tafautini maana hangujui ni tafauti ya maisha tu derelio mpaka rasulahiki tafautini heli ya lazimu lerelio mpaka shinro wala hiki tarainshi nao heli ya lazimu babora harna tambu bole. Marhaba, vous m'ajibu masolatu. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On arrive à la fin de notre entretien, mais restez avec nous car c'est l'heure à présent de votre Minute Santé. Aujourd'hui, c'est Jean-Vincent Reboul, docteur en pharmacie, qui nous parle des bienfaits des huiles essentielles, mais également des inconvénients pour une partie de la population. Alors les huiles essentielles sont-elles bonnes ou mauvaises? Voici la réponse. Nous allons aujourd'hui plonger dans un monde de senteurs et de bienfaits, le monde des huiles essentielles. Mais attention, derrière leurs propriétés se cachent parfois certains dangers et des vérités essentielles qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Il s'agit d'une substance extraite des plantes qui concentre toutes ses propriétés et tous ses bienfaits. Les huiles essentielles sont nombreuses et leurs vertus sont connues et reconnues, traditionnellement ou même scientifiquement pour certaines. L'huile essentielle de menthe poivrée calmera vos douleurs spasmodiques. L'huile essentielle de giroflier est un puissant allié pour les douleurs et les infections dentaires. L'huile essentielle de gothérie, particulièrement appréciée par les sportifs pour ses vertus calmantes sur les muscles et les articulations. L'huile essentielle d'ylang-ylang, trésor de Mayotte pour son parfum entêtant et ses propriétés apaisantes. Mais derrière toutes ces vertus se cachent des dangers réels. Allergies, brûlures, photosensibilisation, toxicité pour le foie, convulsions, crises d'asthme et même des effets abortifs. Ainsi, certaines personnes, par précaution, ne doivent pas être exposées aux huiles essentielles. Les femmes enceintes, les personnes épileptiques, les nourrissons et les jeunes enfants. Les personnes asthmatiques ne doivent pas être exposées aux huiles essentielles. Dans tous les cas, demandez conseil aux équipes officinales, car nous sommes là pour ça. Et ensemble, nous prendrons soin de notre communauté. Vous l'aurez compris, les huiles essentielles sont de véritables trésors de la nature, mais recèlent des dangers qu'il faut connaître. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir demander conseil aux équipes officinales. Nous sommes là pour ça. Et ensemble, nous prendrons soin de notre communauté. J'espère avoir été clair, vous avoir appris des choses sur les huiles essentielles. Et je vous dis à bientôt. Kwaheri. Et votre émission touche à sa fin. Merci Oussami Mouslim et merci à Insa Dongizijou d'avoir répondu à nos questions sur la santé mentale. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Et vous retrouverez ce numéro en replay sur le site de mayottelapremière.fr. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, prenez soin de vous.